Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'association Toust. Dans cet épisode et les prochains, nous allons revenir sur la table ronde que l'association a organisée le 11 décembre 2025, intitulée « De la répression de l'homosexualité à sa réparation, construire l'avenir grâce au passé ». Dans ce premier épisode, vous allez entendre l'introduction du parrain de l'événement, Jean-Luc Romero-Michel, qui est adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Bon, il y a toujours des gens qui sont en train de venir. Jean-Luc Romero-Michel nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Jean-Luc, ravi de vous voir. Bonsoir et désolé, je suis aussi un petit peu en retard, mais il y a beaucoup de choses en ce moment. Alors, en tout cas, merci beaucoup à toutes pour l'organisation de cette table ronde et particulièrement évidemment à vous, cher Romain François. Le contexte globalement et international est quand même pas des meilleurs qui soient, hein. Chacun le sait ici. Aujourd'hui, on est toujours quand même autour de 64 États qui pénalisent et criminalisent l'homosexualité dans le monde, encore 12 pays qui condamnent à mort. Et la situation avec l'arrivée de Donald Trump fait que ça a libéré, non seulement évidemment aux États-Unis où la parole était malheureusement libérée, je pense particulièrement aux personnes trans qui sont dans une situation terrible. On en parle, je trouve, bien peu malheureusement, puisque quasiment dans les premiers décrets que Donald Trump a fait, c'était pour enlever les droits aux personnes trans qui aujourd'hui ne sont plus des citoyennes et des citoyens à part entière. Je crois qu'il faut le dire, il faut le dénoncer. Certains se sont dit ah bah oui c'est les trans, etc. Comme si ce combat n'était pas un combat commun qu'on devait mener ensemble, et celles et ceux qui croient que parce que ça touche qu'une partie d'entre nous, ça ne les touchera pas, ils ont complètement tort, parce qu'on sait que dans tous les régimes populistes, et on le voit partout, on s'attaque d'abord aux migrants et aux migrantes, on s'attaque après aux personnes LGBTQIA+, et maintenant on commence évidemment à chaque fois par les personnes trans, qui sont vraiment les plus ciblées internationalement, et puis après évidemment on en finit aux droits des femmes. C'est quand même cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, et ce qui se passe aux États-Unis nous concerne absolument directement. Directement parce qu'on voit que l'Europe commence à vivre des moments extrêmement compliqués, hein. Je rappelle que les premières mesures du gouvernement Meloni, c'était pas en Italie, c'était pas contre les personnes trans, mais c'était contre les femmes lesbiennes. Ne l'oublions pas que ce qui se passe en Hongrie avec l'interdiction des prides est quand même terrible, parce que la Hongrie fait toujours partie de l'Europe. Dans les valeurs de l'Europe, il y a évidemment l'inclusion. Et voir qu'un pays peut se permettre comme ça, non seulement d'interdire des prides, avec la réponse qu'il y a eu notamment pour Budapest, jamais il y a eu autant de monde dans une manifestation à Budapest, et ça c'était quand même plutôt, ça nous donnait quand même un peu de morale de voir que pour ceux qui, je sais que certains d'entre vous y étaient, j'y étais aussi, on voyait que dans cette Pride, il y avait énormément d'alliés, c'est-à-dire de Hongrois qui ne pouvaient pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Bon, ce qui se passe en Slovaquie, le nouveau président polonais, enfin, c'est vraiment beaucoup d'éléments aujourd'hui qui sont extrêmement inquiétants. Bon, la situation en Afrique, je vois qu'il y a Terence qui bosse tellement sur cette question-là, et je le salue. Ah, je vois qu'il y a Andy, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Salut Andy, c'est plaisir de te voir. La situation en Afrique est hallucinante. Avec le Burkina qui vient encore de criminaliser récemment. On a un certain nombre, moi j'ai beaucoup de contacts à la fois parce qu'on a pu faire à la mairie de Paris, grâce notamment à la Bulle, ce lieu d'accueil pour les personnes trans et pour les personnes réfugiées LGBT. Ce qu'on a pu faire, c'est comment dire, c'est une goutte d'eau dans ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je vois rien qu'à mon cabinet, on a à peu près 30 à 40 messages, enfin mails de personnes, notamment voilà, qui viennent d'Afrique subsaharienne, la situation au Sénégal terrifiante, la situation au Cameroun,
lundi, elle reçoit un prix d'ailleurs en ce moment avec Alice Encom, que vous connaissez toutes et tous, qui fait un travail extraordinaire là-bas. Mais on voit que tout ça est pour l'instant une goutte d'eau, avec même des pays comme la Côte d'Ivoire qui jusqu'à présent n'ont pas de loi qui pénalise, mais où on a vu l'hystérie de certaines personnalités qui ont fait que ça a engendré des moments de LGBT-phobie absolument terribles. Donc, ce contexte international, on en est, on est en plein au milieu de tout ça. Et si en France aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, mais on est quand même dans une situation qui est très compliquée quant à l'avenir. Quel sera l'avenir? Parce que les progrès ne sont pas linéaires, ne l'oublions pas, qu'il faut toujours se battre. D'ailleurs, votre association qui a obtenu la suppression du fichier des HSH de l'EFS, c'était une bagarre que vous avez dû mener. Alors moi, j'ai un peu connu ce combat parce que je l'ai mené il y a très longtemps aussi avec élus locaux contre le sida, et c'était extrêmement compliqué, avec beaucoup d'irrationalité autour de ça, pas forcément d'union d'ailleurs entre nous sur cette question-là. Donc merci de l'avoir obtenu, parce que ça donnait quand même... C'était quand même un peu bizarre qu'il y ait encore ce fichier. Je rappelle quand même que depuis 1981, les fichiers de personnes LGBT sont interdits par la loi, et que d'une certaine manière, c'était un contournement, et bravo encore de l'action que vous avez menée. Alors sur la mémoire, la mémoire, ça nous permet non seulement de nous souvenir, mais surtout de préparer l'avenir. Pour nous, c'est à Paris, évidemment, extrêmement important. On sort du 1er décembre. Pour nous, avoir eu une place des combattantes et des combattants du sida, qui était la première en France, c'était un moment évidemment important, comme ce monument qu'on a voulu à Paris, qui a été fait par Jean-Luc Vernat, un artiste queer très 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 engagé, à la fois un grand artiste, mais un homme extrêmement engagé. Et ce monument, on en est très fiers, parce que moi, j'ai voulu qu'il soit dans un endroit où les gens puissent s'en emparer, et on voit qu'ils s'en emparent de plus en plus. Les gens vont déjeuner autour. Alors maintenant, un peu moins, on est en plein hiver, on va moins, mais en tout cas, autour, les gens vont déjeuner, ils vont. Et je pense que les associations, il va falloir, parce que c'est un endroit où on peut vraiment se réunir, faire partir des manifestations, et que ce lieu qui est pas seulement un truc, c'est pas un truc passéiste, c'est évidemment à la base, quand les oubliés de la mémoire nous ont demandé, et qu'on les a aidés, parce que moi je suis adhérent de cette association depuis le début, et on voyait bien qu'ils n'avaient pas une association qu'avec des bénévoles les moyens de réussir à avoir ce monument, et qu'à un moment on leur a dit que la mairie de Paris le paye. C'était le seul moyen qu'on puisse avoir ce monument. Mais même s'il était à la base évidemment fait pour se rappeler d'abord ce qu'ont vécu les gays dans les camps de la mort, qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi c'est évidemment honorer toutes celles et tous ceux qui ont été des victimes des LGBT-phobies, et c'est continuer à soutenir celles et ceux qui, dans tous ces pays, qui aujourd'hui continuent à criminaliser l'homosexualité. Donc c'est évidemment un monument vers l'avenir. Alors, sur la mémoire encore, puisque c'est votre sujet, enfin, après 30 ans, on va arriver à avoir des archives. Je ne vous cache pas que c'est un dossier très douloureux pour moi. Je trouve qu'on a été assez maltraité à la ville, alors que nous sommes quand même ceux qui finançons, et de loin et de plus, et qui avons trouvé les locaux, etc. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on y soit arrivé. Alors, j'ai qu'un regret, c'est qu'il y a quand même 3 grandes associations qui travaillent sur la mémoire, parce qu'il y a, à côté du collectif, on oublie qu'il y a les ARCL, les archives recherche culture lesbienne, qui font un travail remarquable, qui ont été présentes, je le rappelle, au début du VIH, etc., qui ont pris, quand nous les gays, on avait tous nos amis qui étaient en train de mourir, elles étaient là aussi pour entretenir cette mémoire, et je les salue. Et j'aurais souhaité qu'elles soient, et elles aussi, mais ça n'a pas été possible. Et je pense aussi, bien sûr, à l'Académie gay et lesbienne. D'ailleurs, c'est ces 2 associations qui font un travail remarquable. Et donc, j'espère que dans les années qui viennent, chacun va pouvoir se retrouver, que quand ce lieu, parce qu'il va falloir faire quand même un certain nombre de travaux, donc les crédits ont été votés au dernier Conseil de Paris, le bail a été signé, mais il faudra quelques mois pour que ce lieu ouvre. Et j'espère que peu à peu,
eh bien, ce lieu, ce sera évidemment le lieu du collectif, mais ce sera aussi le lieu de toutes les associations et particulièrement des ARCL. Donc, vraiment, veux dire à quel point le travail est exceptionnel et l'Académie gay et lesbienne et je pense à son président qui a quand même dévoué une partie de sa vie pour tout ça. Voilà ce que je voulais un peu vous dire en introduction. En tout cas, vous dire que Paris vous est en tout cas très reconnaissant parce qu'aujourd'hui, sans les associations, on est rien. Que ce travail que vous avez fait, et si certains n'ont pas, se sont pas rendus compte de l'importance, mais quand l'association Tout a obtenu la suppression de ce fichier, c'était quand même un moment extrêmement fort, à la fois en termes de symbole et une discrimination d'une certaine manière qui tombait et enfin une institution entre guillemets d'État prenait ses responsabilités et merci encore à vous d'avoir fait tout ça. Voilà ce que je voulais simplement dire. Donc bonne réunion à toutes et à tous. Je ne pourrais malheureusement pas rester parce que je dois aller à une réunion sur les droits humains dans quelques minutes. Mais je vois pas mal de visages que je connais. Merci à tout le travail que vous faites. Et comme je ne sais pas pourquoi, c'est Terence que j'ai, non pas Romain en énorme devant moi. Je veux encore vraiment aussi saluer le travail que fait Terence avec tout le temps plein de modestie. Et je sais combien de situations il a pu résoudre. Donc, je suis très content de le voir. Ah là, je vois Romain en grand et bravo à Romain. Et je salue Andy, que j'ai pas vu depuis longtemps et j'espère qu'on aura une occasion de se voir bientôt. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce mot. Donc, vous avez accepté de parrainer cet événement et de le visibiliser, de l'introduire. Merci vraiment énormément pour ça. On est une toute jeune association, donc on est vraiment particulièrement honoré de ce soutien fort. Et en plus, bah, vous êtes quelqu'un qui avait connu aussi des années, les années début des années 80, quoi, hein, au moment où tout ça commençait à bouger. Donc, je trouve que symboliquement, c'était aussi important d'avoir quelqu'un comme vous qui a introduit cette table ronde. Donc, Juste merci. si je peux Merci à dire, vous. quand vous dites ça, c'est vrai que je suis très vieux et vous avez raison de le préciser, et que j'ai connu tout ça, parce que quand moi je suis arrivé à Paris, la première fois que je suis allé dans une boîte de nuit, la police a fait une descente alors que c'était interdit, puisque dès l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, Defer avait fait des circulaires, mais malheureusement, il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, et la première fois que j'ose rentrer, parce que c'était compliqué pour moi, difficile d'assumer mon homosexualité à ce moment-là, j'ai la police qui rentre, donc vous imaginez cette violence. Et pareil, j'ai pu voir mon dossier, parce que j'avais un dossier qui était totalement ridicule, où on m'avait un jour vu, la police m'avait, comment dire, verbalisé dans un parc ou des choses comme ça, et j'avais un dossier que j'ai eu la chance de pouvoir voir, et c'était quand même hallucinant de se rendre compte à quel point on pouvait être fliqué en tant que gay. C'est pour ça que j'ai maintenant une détestation des fichiers que je suis. Vous dites que vous êtes une jeune association, mais pour une jeune association, bah, c'est quand même vous et pas nous et pas d'autres qui ont réussi à aller jusqu'au bout de cette logique et à obtenir la suppression de ce fichier. Voilà, je ne dis plus rien, mais je voulais encore le repréciser aussi. Voilà. Bah, d'ailleurs, il y a encore des petites choses parce que le centre de transfusion sanguine des armées refuse de nous confirmer qu'eux aussi ont procédé à cet effacement. Donc là, on a adressé une plainte à la CNIL, etc. Mais ça, c'est un autre sujet que d'ailleurs, j'aimerais parler peut-être avec vous, monsieur le député Andy Cabrat, plus tard. Mais voilà, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il y a Et encore… avec Mandy, je pense qu'on est prêt. Dites-nous parce que je ne savais pas voilà. qu'il y avait ça et on est prêt à vous aider. On peut même faire des interventions conjointes. Hein. Oui, oui, il faut. Voilà. Bon, on est une association, en tout cas, qui aimons aller jusqu'au bout des choses, en tout cas, dans la mesure de nos capacités. Donc, voilà, c'est des dossiers qu'on continue à suivre. Voilà. Mais merci beaucoup encore une nouvelle fois pour ça. Comme dit d'ailleurs Antoine Didier dans son ouvrage, on va en parler longuement, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de ne pas être toujours dans l'abstrait et de mettre en avant les histoires, en fait, les individus. Et je pense que votre témoignage
a une énorme valeur au sein de cette table ronde. Donc, encore merci beaucoup pour tout ça. Et votre intervention a bien recalé le contexte dans lequel on évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mémoire, elle est importante parce qu'on voit qu'il y a des choses qui risquent de recommencer. Et en fait, si on oublie, ça va recommencer. Donc, c'est vraiment important de dire, ah non, mais attention, il ne faut pas aller vers cette voie-là parce qu'en fait, on l'a déjà essayé. Et voilà comment ça s'est terminé. Donc, effectivement, cette remise en contexte était extrêmement importante et je vous remercie pour ça. Euh, donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes maintenant 18. Donc, moi, je m'appelle Romain. Je suis le président et cofondateur de l'association Toust. Et je suis ravi de vous voir ce soir à notre toute première table ronde. Donc, pour la bonne tenue de l'événement, comme d'habitude, vous savez comment ça marche. On coupe les micros, on peut laisser la caméra si on veut, mais on coupe les micros et on les active quand on prend la parole. Comme ça évite les problèmes d'écho, etc. Pour intervenir, c'est très simple. Le format table ronde, il est très interactif. Donc, vous pouvez prendre la parole à peu près quand vous voulez. Il suffit juste d'utiliser la fonctionnalité pour lever la main dans Zoom. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Et là, vous pourrez activer votre micro juste pour être sûr que les échanges sont fluides. Quand vous prenez la parole pour la première fois, ce serait bien si vous pouvez vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Parce qu'il y a vraiment plusieurs profils de personnes qui sont avec nous ce soir. Il y a des parlementaires, il y a des chercheurs, il y a des citoyens qui cherchent à se renseigner, il y a aussi des juristes, il y a d'autres associations. Donc voilà, ça sera important de se présenter la première fois qu'on prend la parole. Et puis régulièrement dans les échanges, je vais vérifier s'il n'y a bien pas quelqu'un qui souhaite intervenir. Encore une fois, le format est complètement interactif, donc n'hésitez pas à lever la main, à rebondir, faire des remarques, poser des questions, etc. Cette table ronde digitale est filmée pour que ça puisse être mis en replay plus tard. Si jamais vous voulez, il y a votre caméra et par rapport au droit à l'image, vous ne voulez pas apparaître ou il y a votre voix et vous ne voulez pas qu'elle y soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Normalement, vous avez tous mon mail ou un message sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et puis, je couperai votre présence avant de mettre la vidéo en replay. Maintenant que tout ça est dit, je pense qu'on peut se lancer dans le cœur du sujet. Donc, l'histoire commence. Alors, pardon, déjà, je vais présenter les intervenants, excusez-moi. Alors, on a Antoine Idier avec nous ce soir. Antoine Idier qui a écrit ce livre Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité, qui est sorti cette année. Antoine, est-ce que vous pouvez, en une phrase, dire ce que vous faites? Oui, déjà bonsoir à toutes et à tous. J'espère que le micro fonctionne bien et que vous m'entendez. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde et merci de votre présence. Moi, je suis enseignant-chercheur, je suis universitaire, je suis maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et je travaille, pour le dire rapidement, sur l'histoire de l'homosexualité au sens large, l'histoire des mouvements homosexuels. Et là, en l'occurrence, l'histoire de la répression de l'homosexualité et une discussion critique sur ce qu'est une politique de réparation et en l'occurrence ce qu'est la politique de réparation dont discute le Parlement français depuis bientôt 2 ans. Très bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi Doris Varichon qui a écrit un chapitre dans ce livre qui est sorti en 2023, Lesbiennes, PD, arrêtons de raser les murs, lutte et débat des mouvements lesbiens et homosexuels de 1970 à 1990. Et dans ce livre, vous avez écrit un chapitre qui est dédié aux mères lesbiennes en procès entre 1976 et 1982, stratégie de défense contre les retraits de garde d'enfants. Voilà. Doris, vous pouvez prendre la parole pour vous présenter aussi en une phrase et puis peut-être aussi nous parler
des archives recherche culture lesbienne qu'a évoqué d'ailleurs Jean-Luc Romero, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent, enfin, méconnaissent un petit peu cet organisme. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Donc, moi j'ai plusieurs casquettes que je vais présenter brièvement. Déjà, je suis archiviste professionnel. Je fais aussi de la recherche en histoire, maintenant plus à l'université, mais je continue en fait ma recherche que j'avais commencé en master d'histoire des femmes sur effectivement les mouvements lesbiens lyonnais et les mères lesbiennes qui ont perdu la garde de leurs enfants. Et je suis aussi militant pour les collectifs d'archives LGBT. Je fais partie du réseau Big Data que je présenterai tout à l'heure. Sur les ARCL, donc Archives Recherche Culture Lesbienne, très brièvement, c'est une association qui a été créée au début des années 80 et qui est aujourd'hui située rue de Charenton à Paris. Et qui aujourd'hui fait partie vraiment des premières associations françaises à avoir constitué des collections et des fonds d'archives sur les questions LGBT. C'est une association au fonctionnement plutôt non mixte, sans hommes cis, mais on est ouvert à la coopération et on fait partie du réseau Big Data aussi. Et je dirais qu'on a à peu près 250 mètres linéaires d'archives, ce qui n'est qu'une estimation et ce qui est en réalité énorme, même si on ne se rend pas forcément compte. On a plus de 3000 ouvrages, on a des archives qui datent de 1896 à nos jours, avec des thématiques vraiment variées. Et c'est pas du tout centré uniquement sur le lesbianisme, il y a des choses sur le féminisme, sur les transidentités, sur beaucoup de discrimination de façon plus large. Et donc, nous continuons aujourd'hui de faire des accueils chaque année, tous les mercredis, de personnes qui souhaiteraient consulter les fonds. Ah oui, merci beaucoup, c'est un travail hyper important et on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, notre troisième intervenant principal, Terence Katchadourian, donc secrétaire général de Stop Homophobie, que beaucoup de gens connaissent ici, mais voilà, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Terence, peux-tu te présenter en une phrase aussi, s'il te plaît? Alors, ton micro est coupé, hein, attention. C'est C'est bon. bon? Oui, On m'entend? oui. On m'entend ou pas? Oui, oui, c'est bon, vas-y. On m'entend pas? Si, si. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah ok, vous m'entendez, excusez-moi. Alors bonjour, je m'appelle Terence Katchadourian, donc je suis secrétaire général de l'association Stop Homophobie, qui travaille depuis plus de 15 ans à lutter contre la haine, les violences et discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Nous intervenons à la fois pour soutenir les victimes, pour les sensibiliser, pour sensibiliser le grand public également, pour les sensibiliser les institutions et faire évoluer la législation afin de garantir justice, égalité. Et aujourd'hui, je suis ici justement pour échanger sur la répression historique de l'homosexualité et la loi de réparation. J'ai fait court. C'était très bien, parfait. Terence, pour toi, pour ton association, quelle importance a la mémoire dans nos combats? Bah, ça tient un peu sur tout, là. Mais là, c'est plus qu'une mémoire. Enfin bon, il y a demande de réparation. Donc, quelle importance pour nous? Je ne sais pas quoi répondre à ça parce que c'est extrêmement important à tout point de vue, puisque les autres pays l'ont déjà fait et que nous, en fait, c'est la preuve que, ben, que la France enfin, que le pays admet ses responsabilités. Et puis surtout, ça va faire un écho à l'international qui va prouver que si le pays demande pardon sur des personnes qu'ils ont criminalisées injustement, donc à mon avis, il va y avoir un écho. C'est ça qui m'intéresse.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie du replay de notre table ronde. Rendez-vous à l'épisode 2 pour revenir sur l'histoire de la dépénalisation de l'homosexualité à partir de 1791. En attendant, les intervenants à cette table ronde sont intervenus totalement gratuitement et une cagnotte est ouverte pour leur permettre d'être rémunérés. Vous pourrez retrouver dans le lien de la description de cet épisode. À bientôt.